Il est 11 heures du soir, dans la médina bondée de Marrakech. Après une journée de lecture sur la théorie du signal, je marche et observe les étincelles sociales en tout genre s'allumer sur cette place Jam' al-Fna. Des locaux habillés en tenue traditionnelle provoquent des ambiances musicales et font danser les passants. Les gens festoient et célèbrent, l'ambiance est à la joie mais une question m'intrigue. Il y avait plusieurs groupes et chacun était plus ou moins vivant et attractif. En voyant les différentes fanfares, je ne pouvais m'empêcher de me demander: est-ce parce que ce groupe de musiciens met une ambiance particulière qu'il y a autour d'eux beaucoup de monde, ou est-ce parce que les gens sont nombreux à les regarder que ça rend les musiciens plus joviales et ça les motive à être plus énergiques? Difficile d'avoir une réponse à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque je me baladais, j'étais moi-même autant attiré par les groupes où il y avait du monde que par ceux qui jouaient la musique la plus intéressante. Je m'installe sur un des stands familiaux de cette place mythique et mange mon poisson. Je fais attention de ne pas avaler d'arêtes. Une semaine auparavant, j'ai cru qu'on m'opérait de l'intérieur après en avoir ingéré lors d'une dégustation de dorade montpelliéraine. Au loin, je dévisage ce qui pourrait être mon dessert. Après une journée de juillet dans la région, il est important de se rafraîchir. Se tiennent devant moi des stands de jus de fruits et de smoothies. Oranges, pêches et mangues par dizaines, bien rangés sur les étables. Il y a presque autant de fruits que de stands d'ailleurs. La concurrence est rude, me disais-je. Ça ne va pas m'aider à faire mon choix. Et puis, ils se ressemblent tous. Une déco faite de drapeaux marocains et des bandes de lumière colorées censées attirer l'œil des passants qui s'approchaient de trop près. Sans même qu'ils s'approchent d'ailleurs, les vendeurs du haut de leur estrade sifflaient les touristes qui se trouvaient à quelques mètres. C'était comique à voir. Tous les stands se ressemblaient sauf un. Celui-là était spécial. Il n'avait pas de bande de lumière flashy, ou elle ne fonctionnait plus, mais étrangement, c'était celui qui avait le plus de succès auprès des clients. Je vis même un vendeur du stand voisin finir par lever les mains de frustration, non pas parce qu'un potentiel client ne s'est pas arrêté, mais plutôt parce qu'il s'arrêtait juste après chez son voisin, qui n'avait pas de bandeau de lumière. Et en voyant le vendeur de ce stand qui attirait plus facilement à lui les clients, je me suis de nouveau demandé: qu'est-ce qui fait que ce stand a plus de succès que ses concurrents? J'ai immédiatement scruté le comportement de ce vendeur. Il est clairement plus souriant et avenant que les autres. J'ai conclu instinctivement que les gens venaient acheter chez lui pour cette raison. On a spontanément plus envie d'aller vers quelqu'un qui est de bonne humeur qu'un vendeur agressif ou qui tire la tête. Mais en repensant à ma lecture de la journée, j'ai senti que quelque chose manquait. Est-ce réellement la vraie raison? Ne suis-je pas en train d'être leurré? Je me suis alors rappelé des épiphénomènes. Et je me suis dit, la théorie du signal ne serait-elle pas à l'œuvre ici? La théorie du signal, dans le contexte de l'évolution, explique comment les animaux communiquent entre eux au moyen de signaux, comme les chants d'oiseaux ou les couleurs vives des grenouilles. Ces signaux transmettent des informations essentielles sur la santé, le territoire ou les ressources. Les individus qui réagissent correctement à ces signaux ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Ce stand de jus de fruits, dépourvu de décoration lumineuse, a l'air d'avoir un désavantage évident, et pourtant une queue de personnes se hâte devant lui. Et la théorie du signal nous dit justement que ce stand se démarque parce que s'il est toujours là malgré le fait qu'il n'ait pas d'accessoires externes pour attirer l'œil, alors c'est peut-être un signe que sa valeur réelle est plus intéressante. C'est comme la queue du paon. Les femelles ne vont pas vers le paon qui a la plus grande queue parce qu'elle la trouve magnifique. C'est juste que d'un point de vue évolutionniste, cela prouve au fond la qualité de sa valeur réelle. S'il est toujours vivant malgré ce désavantage flagrant de porter un tel poids et d'être visible, et donc vulnérable aux yeux des prédateurs, alors c'est que ce mâle a vraiment de bons gènes. Mais ça, les femelles paons ne le savent pas consciemment. Ce comportement est inscrit dans leurs cellules depuis des générations. Et les clients de ce vendeur de jus de fruits, eux non plus ne semblent pas se dire consciemment que si ce stand a des clients malgré le fait qu'ils soient moins voyants que les autres, alors c'est qu'ils doivent faire des smoothies de meilleure qualité. Ils agissent probablement suivant des instincts polis par des millions d'années en communauté. Et c'est sans doute mieux comme ça. Ou peut-être pas. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je sens que mon interprétation de la théorie est sans doute un peu naïve. Je finis de dîner et me lève pour marcher un peu le temps de faire le grand choix pour le dessert. J'ai écouté la voix de ma curiosité conformiste et suis allé goûter le smoothie chez le stand dépourvu de bandes de lumière. Et pour avoir essayé les autres stands les jours suivants, je peux témoigner qu'il est plus bon, moins sucré et plus équilibré que ses concurrents. Souvent, quand il s'agit des interactions sociales, on prend des bonnes décisions instinctivement.
Et même si on ne sait pas quelle en est réellement la cause, il se trouve que des phénomènes sages de millions d'années d'adaptation meuvent nos actions. Pour des êtres sociaux comme nous, pour qui un récit commun fort est aussi important pour souder et ordonner les interactions, il est plus intéressant de croire que c'est parce que quelqu'un est valeureux, bon et souriant qu'il a du succès, que pour des causes complexes et multiples. Cependant, même si nos décisions premières sont mues par ces instincts solides, notre pensée consciente, elle, peut être prise en otage par des conclusions qui biaisent notre vision du monde et donc nos décisions sur le long terme. Le sujet des épiphénomènes a beaucoup été étudié récemment par les philosophes et les scientifiques de tous bords. Et les recherches des dernières décennies, notamment ceux des statisticiens et psychologues, démontrent que beaucoup des phénomènes qu'on observe sont des épiphénomènes. En gros, ces chercheurs critiquent l'idée que tout dans le monde est réductible à des relations linéaires de cause à effet. Et ils remettent en question justement la pertinence des explications causales pour tous les phénomènes observés. Par exemple, la découverte de la pénicilline est souvent citée et bien connue pour parler de la place du hasard dans l'avancée scientifique. Mais il se trouve en fait que la plupart des percées technologiques dans l'histoire sont l'effet d'épiphénomènes de la sorte. C'est-à-dire qu'ils surviennent non pas de manière causale suite à de la recherche planifiée, mais plutôt grâce à des épiphénomènes non prévus, mais rendus probables par la passion suffisante des chercheurs et néophytes qui ont dépensé sans compter beaucoup de temps et d'attention dans leur domaine. Les chercheurs soutiennent que de nombreux phénomènes peuvent être des épiphénomènes plutôt que des causes directes et que nous avons tendance à surestimer le rôle des causes explicites dans les événements qui se produisent. Pour revenir à mon dessert, intuitivement, je vais aller vers le stand qui a beaucoup moins de clients, même s'il est moins décoré. Mais si je suis le vendeur, par exemple, je peux aussi instinctivement conclure que c'est parce que je suis perçu comme agréable et souriant que j'aurai sur le long terme beaucoup de clients, ce qui me pousserait à peut-être plus sourire et alpaguer les clients. Une des leçons qui m'est parvenue les jours suivant cette soirée est la suivante. En tant qu'entrepreneur ou créateur, l'important est de se concentrer d'abord à être ouvert aux épiphénomènes sans être illusionné par des liens de cause à effet évidents liés à l'observation naïve de la théorie du signal. C'est-à-dire simplement faire des efforts pour que l'œuvre produite soit d'excellente qualité au lieu de chercher en premier lieu à être attirant. La théorie du signal n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler en cherchant à être plus visible, comme tous ces stands de fruits qui s'efforcent d'alpaguer les passants. Le phénomène derrière la théorie du signal est sous-jacent à une qualité intrinsèque et agit indépendamment de notre volonté consciente. Sur cette place Jama Al-Fna, le groupe de musiciens qui s'appliquent simplement à faire la meilleure musique sont certainement ceux qui finiront par attirer le plus de monde. À force d'appliquer ses efforts sur son jus de fruits, au lieu d'un surplus de déco, le vendeur a fini par, de 1, faire un meilleur smoothie que les autres, et de 2, en ayant moins de déco, il a fini par être la vache pourpre, le pan majestueux, celui qui se démarque de tous les autres.